Alors salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue à cette capsule vidéo du département des affaires légales de Garneau Travail. Notre vie de tous les jours est régie par un système extrêmement complexe et complet que sont les lois et les règles, bref, le droit en général. Mais parfois, certaines affaires échappent aux prévisions de la justice ou bien la changent pour toujours. Et c'est ce que nous verrons dans cette capsule. 5 affaires juridiques et procès qui ont marqué l'histoire du Québec, que ce soit par leur popularité ou bien par les changements qu'elles ont apportés à notre société. Je tiens à vous avertir d'avance que j'ai volontairement fait abstraction d'affaires juridiques plus récentes comme celle de Mike Ward et de Jérémy Gabriel ou bien de la condamnation d'Alexandre Bissonnette. Pas par manque d'intérêt, bien au contraire, tout simplement parce que je trouve que c'est des procès qui sont encore trop frais dans les esprits, surtout inachevés, et que je voulais tout simplement montrer des causes plus inconnues du public. L'affaire Jacques Delisle est très particulière. Elle a marqué l'histoire juridique québécoise et même canadienne. Pour être plus précis, l'accusé de meurtre dans cette histoire n'était pas un criminel habituel. C'était un ancien juge de la Cour d'appel du Québec. En effet, Jacques Delisle a eu une longue et prospère carrière comme homme de loi canadien. Il a d'abord commencé sa carrière comme avocat avant d'être nommé juge à la Cour supérieure du Québec entre 1985 et 1992. La même année, il est nommé juge du tribunal de deuxième plus haute instance, la Cour d'appel du Québec. Il y siège de 1992 à 2009. En 1983, il est même président de la commission permanente de révision du Code civil. Et c'est en 2010 que le drame survient. Il est arrêté puis accusé d'avoir assassiné sa propre femme, Nicole Rainville, le 12 novembre 2009. Et c'est en 2012 que son procès commence. Tout le long de celui-ci, son avocat tente de plaider que sa femme s'est suicidée. En vain. Car le 14 juin 2012, le jury déclare Jacques Delisle coupable de meurtre prémédité. Sa peine, prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. En 2013, il tente de faire passer son cas devant son ancien lieu de travail, la Cour d'appel du Québec. Encore en vain, puisque celle-ci refuse sa demande la même année. Incarcéré depuis et maintenant âgé de 84 ans, il tente toujours d'obtenir une révision de la décision en présentant de nouveaux éléments de preuve. L'arrestation et la condamnation du juge Delisle ont eu l'effet d'une bombe dans le milieu judiciaire canadien, puisque c'était la toute première fois au Canada qu'un juge faisait face à une accusation de meurtre. Cette histoire est un bon prétexte pour réfléchir à la confiance que nous accordons à quelques individus et au dicton bien connu qui dit que les apparences sont parfois trompeuses. Passons maintenant à une affaire tout aussi sordide et peut-être même plus, l'affaire de Guy Turcotte. Guy Turcotte est à l'époque cardiologue. Il est en pleine séparation avec sa femme car il a découvert qu'elle entretenait une liaison secrète avec son entraîneur personnel. Cet événement le pousse à commettre le drame que nous connaissons tous. Le 20 février 2009, en soirée, il tente de s'enlever la vie en ingérant 2 litres de lave-glace. Intoxiqué sur le méthanol, il poignarde à mort ses 2 enfants de 3 et 5 ans. Il est arrêté puis son premier procès est tenu en cour supérieure en 2011. Le verdict est le suivant. Non criminellement responsable pour cause de troubles mentaux. On lui impose une thérapie en milieu psychiatrique pour une durée indéterminée à Philippe Pinel. Le 12 décembre 2012, il est libéré sous caution de Philippe Pinel car le risque qu'il pose à la société est considéré comme acceptable. C'est un peu moins d'1 an plus tard, le 13 novembre 2013, que la Cour d'appel ordonne la tenue d'un nouveau procès qui aura lieu celui-ci le 23 septembre 2015. Le 6 décembre de la même année, il est déclaré coupable des meurtres non prémédités d'Anne-Sophie et de Guy, ses 2 enfants. Le verdict imposé par le juge, 17 ans de prison minimum. Durant toute l'affaire, l'opinion publique prend une place extraordinaire. L'affaire devient vite un enjeu de confiance des Québécois envers leur système de justice. Le procès a également soulevé de nombreux débats sur la responsabilité criminelle, la maladie mentale et la violence conjugale. Il a également rappelé aux Québécois que la justice peut se tromper et peut être corrigée. Souvenons-nous de cette malheureuse histoire comme une preuve que nos tribunaux sont en mesure de livrer des verdicts légitimes, fondés sur le droit et sur les faits, et non sur la soif de vengeance. L'affaire Benoît Proulx est facilement la saga judiciaire la plus suivie à Québec des 50 dernières années. Le 25 octobre 1982, une jeune étudiante de 21 ans, France Alain, est abattue froidement d'un coup de fusil à 2 minutes de chez elle. On rendait l'homme à l'hôpital environ 1 heure plus tard. La police de Sainte-Foy à l'époque passa les 3 années suivantes à traquer le meurtrier sans succès. C'est en mars 1986, 4 ans après le meurtre, que Benoît Proulx, un ancien ami de la victime, est sommé à comparaître pour une enquête du coroner. Après un témoignage d'environ 20 heures, le coroner conclut qu'il n'a pas suffisamment de preuves pour l'amener à procès. En 1991, 5 ans plus tard, l'histoire est ramenée en ondes sur une vieille station de radio, CHRC,
où Benoît Proulx avait déjà travaillé. Choqué par cette très mauvaise publicité, Benoît Proulx intente une poursuite d'1 million de dollars en diffamation contre CHRC, la station de radio. Et c'est là que l'action commence. Cette poursuite fait la une des journaux et donc Benoît Proulx est sur la première page. Alors, sorti de nulle part, un témoin surprise, Paul-Henri Paquette, dit avoir reconnu l'homme de la première page du journal sur les lieux du crime à l'époque. Il l'avait alors qualifié de barbu aux yeux de forme particulière. Le procès est extrêmement médiatisé partout au Québec et même dans tout le pays. En octobre 1991, il est reconnu coupable de meurtre prémédité par le jury. Complètement dévasté par le verdict, ses avocats, Lawrence et Susan Corriveau, portent le verdict en appel et c'est à l'unanimité des 3 juges que la décision de déclarer Benoît Proulx coupable est renversée. Ces 3 juges de la Cour d'appel indiquent que le jury de la Cour supérieure a été mal aiguillé et qu'ils ont eu des éléments de preuve qui n'auraient pas dû être considérés. Un an plus tard, en 1993, les avocats de Benoît Proulx intentent une nouvelle poursuite contre le procureur du Québec, cette fois en Cour suprême du Canada. Ils réclament un dédommagement de 2,3 millions de dollars pour M. Proulx. La demande est acceptée par la Cour suprême et Benoît Proulx est dédommagé de 2,3 millions de dollars. Aujourd'hui, ils se sont écoulés près de 35 ans depuis le meurtre, et tout le monde ignore encore qui a commis ce geste effroyable. Quelques années après le jugement de la Cour suprême, le journaliste Daniel Paquette l'a rencontré dans un restaurant pour l'interviewer. Il leur fallait un coupable pour le meurtre de France, et ils se sont acharnés sur moi, a-t-il conclu. Je n'ai jamais revu Benoît Proulx, mais je me suis toujours rappelé la conviction avec laquelle il m'avait parlé. Cette histoire prouve que la justice n'est pas sans faille et que parfois certains sont plus rusés qu'elle et peuvent lui échapper. Oublions les meurtres et les histoires sordides et passons à quelque chose d'un petit peu plus joyeux. Une histoire d'amour, par exemple. Et c'est en plein ce qu'on va avoir avec l'affaire d'Éric et Lola. Enfin, presque. Nous sommes en 1992. Éric, âgé de 32 ans, est un homme d'affaires multimillionnaire. Il rencontre Lola, alors âgée de 17 ans. Le duo se fréquente sporadiquement jusqu'en 1995, où ils amorcent leur vie commune. Ils décident de ne pas se marier et sont donc considérés comme conjoints de fait. Et 3 enfants naissent de cette union. Mais comme toute belle histoire a une fin, en 2001, Éric et Lola se séparent. Suite à la séparation, Éric offre de payer une pension alimentaire pour les enfants de plus de 30 000 $ par mois, en plus de fournir à Lola l'usage d'une résidence de luxe et de plusieurs autres services pour les enfants. Malgré la grande générosité d'Éric, ceci ne suffit pas à Lola. Elle demande donc à la Cour supérieure de lui accorder une pension alimentaire pour elle-même de 56 000 $ par mois et une somme globale de 50 millions de dollars en plus du partage du patrimoine familial. Elle plaide à la Cour que les conjoints de fait devraient avoir les mêmes droits que les couples mariés lors de la séparation. La Cour supérieure ne lui accorde aucun point et précise que c'est au législateur de changer la loi pour accorder plus de droits aux conjoints de fait s'il le souhaite. Lola, insatisfaite de la décision de la Cour supérieure, décide de porter le dossier en appel. Celle-ci est d'accord avec la Cour supérieure sur la question du patrimoine familial, en disant que le partage est strictement réservé aux gens mariés. Quant à la question de la pension alimentaire entre conjoints, la question est plus complexe. En effet, Lola plaide que l'article 585 du Code civil du Québec est discriminatoire au sens de la Charte canadienne. L'article en question prévoit que les époux mariés ou unis civilement se doivent des aliments. Il exclut donc implicitement les conjoints de fait de cette obligation. La Cour d'appel a finalement conclu que cet article crée effectivement une distinction discriminatoire qui est contraire à l'article 15 de la Charte. La Cour d'appel prend donc la décision d'invalider l'article 585 du Code civil et laisse 1 an au législateur québécois pour le modifier. La décision n'avait donc pas d'effet dans l'immédiat. Le gouvernement du Québec pouvait décider d'en appeler, il avait alors 60 jours pour le faire. Et c'est ce qu'il fit. Après la décision de la Cour d'appel en 2010, le gouvernement du Québec a porté la cause devant la Cour suprême. Ainsi, le 18 janvier 2012, les magistrats ont écouté les arguments des parties concernées. Le gouvernement du Québec soutenait que le Code civil était une spécificité reconnue qui distingue le Québec des autres provinces. La Cour suprême du Canada devait trancher la question dans les mois suivants. En janvier 2013, une année après que la cause ait été entendue, le jugement tant attendu est finalement rendu. Le plus haut tribunal du pays rejette la cause de la plaignante Lola. La Cour suprême du Canada maintient donc intégralement les dispositions du Code civil qui s'appliquent aux couples mariés au Québec. Concrètement, quels auraient été les effets sur les couples mariés ou non mariés si une modification avait été faite? Il faut surtout savoir que les conjoints mariés au Québec ont accès à une série de protections dont le droit de demander une pension alimentaire, la protection de la résidence familiale et le partage du patrimoine familial.
De l'autre côté, les conjoints de fait en vertu du Code civil n'ont aucun droit, ni devoir, ni obligation l'un envers l'autre. En cas de rupture, ils ne peuvent exercer aucun recours alimentaire, ni demander le partage du patrimoine familial, à moins d'avoir conclu une entente écrite en ce sens. La décision de la Cour suprême vient donc protéger ce choix que peuvent faire les couples de se marier ou de ne pas se marier. Et s'ils ne se marient pas, de décider en cas de rupture comment ils gèrent eux-mêmes la séparation. Cette décision est donc un exemple parfait d'un procès moins médiatisé et moins populaire que les autres, mais dont les impacts ont été extrêmement importants pour les Québécois. Et le ministre de la Justice de l'époque, Pierre Elliott Trudeau, dépose un projet de loi modifiant l'article 251 du Code criminel pour autoriser l'avortement lorsque la santé de la femme était considérée en danger par un comité de l'avortement thérapeutique formé de 3 médecins. En 1973, le docteur Henry Morgentaler ouvre une clinique d'avortement à Montréal, ce qui viole la loi de l'époque. Il est par la suite arrêté, accusé, puis déclaré innocent, puis réarrêté, réaccusé et déclaré coupable 3 fois en appel. Finalement, le gouvernement du Québec cesse de l'accuser et il continue de pratiquer des avortements à Montréal illégalement. 10 ans plus tard, en 1983, le docteur Henry Morgentaler et ses collègues Leslie Smalling et Robert Scott sont inculpés pour avoir pratiqué illégalement l'avortement dans leur clinique à Toronto. 2 ans plus tard, en 1985, un jury ontarien acquitte les inculpés après avoir entendu la défense de nécessité de l'avortement invoquée par le docteur Henry Morgentaler. Cependant, la bataille juridique du docteur Morgentaler et de ses collègues est loin d'être terminée. Peu après que le jury ontarien ait acquitté les inculpés, la Cour d'appel de l'Ontario renverse la décision et les déclare à nouveau coupables. Enfin, le docteur Morgentaler, épuisé de ce va-et-vient juridique, demande au plus haut tribunal du pays de prendre le dossier en main. C'est donc la Cour suprême qui aura le dernier mot sur cette affaire. 3 ans plus tard, le 28 janvier 1988, la Cour suprême du Canada rend le jugement historique et décisif pour les droits des femmes. Le tribunal décriminalise complètement l'avortement en s'appuyant sur la Charte canadienne des droits et libertés. Il déclare inconstitutionnel l'article 251 du Code criminel. Cet arrêt est l'aboutissement de 20 ans de combats idéologiques et juridiques pour que les femmes puissent choisir ce qu'elles font avec leur corps. L'article 251 constitue clairement une atteinte à l'intégrité physique et émotionnelle d'une femme. Je suis tellement sûr du bien de ce que je fais que je me suis décidé à ne pas céder à des menaces et à l'intimidation. Alors c'est ainsi que se termine la vidéo. Merci énormément de l'avoir écouté jusqu'au bout et j'espère que vous en aurez retenu que de grandes choses peuvent se faire devant les tribunaux et que le droit n'est jamais parfait et devrait toujours être en constante évolution et en constante modification pour servir la justice le plus fidèlement possible. Merci beaucoup tout le monde.